France Maghreb 2. France Maghreb 2, ensemble. Toute génération. Et il est là, frais, pimpant les amis, comme tous les dimanches dans son émission Parler Santé. Évidemment, Monsieur Malek est avec nous. Bonjour Monsieur Malek. Bonjour Jay. Comment allez-vous? Écoutez, toujours très bien avec vous. Ma foi. Merci. Vous faites toujours des super annonces, donc on essaye. je suis gêné quand même. J'ai commencé à être très gêné. Ah non, c'est la vérité. Non, on est très bien ici. Ah bah oui. On est très bien accueillis à chaque fois, donc merci à vous. Alors on va parler aujourd'hui avec vos invités et on vous laisse présenter nos invités pour votre émission. Tout à fait. Alors aujourd'hui émission spéciale, on va aborder la question du don d'organes. C'est une question un peu épineuse, je pense, mais c'est une question qu'il était nécessaire d'aborder aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions par rapport à ce thème. Donc aujourd'hui je suis content, j'accueille deux personnes avec nous. Donc le docteur Kandelman. Bonjour, qui est anesthésiste réanimateur, c'est bien ça? Absolument, c'est ça. Et notre ami, alors je vais l'appeler Yacine, je sais pas, j'ai du mal à vous voyez parce que on se connaît depuis quand même, ouf. C'est un manque de respect, mais c'est pas grave. Voilà. Ah bah non, mais on va le tutoyer. Non, on va le vous voyez. Ah d'accord. On se connaît depuis des années. Donc Yacine qui est infirmier. Voilà, infirmier au service des urgences. Voilà. Donc alors messieurs, on va commencer par la petite rubrique du départ, hein. Donc c'est la rubrique portrait. Je vais commencer par vous docteur Kandelman. Alors quel âge avez-vous? Alors j'ai 40 ans. Déjà, encore, j'ai pas eu le temps de vous dire merci pour l'invitation. Oh mais on vous en prie. On est toujours très content d'avoir l'occasion de venir parler de ce sujet qui est un peu particulier et qu'on connaît assez mal en fait. Mm-hmm. Alors pour la présentation, moi j'ai 40 ans, je travaille en réanimation et en anesthésie à l'hôpital Beaujon qui est situé à Clichy-la-Garenne. 92. Dans le 92. Et puis, je travaille aussi, une partie de mon activité consiste à organiser, s'occuper de l'activité de don d'organes. Et je précise tout de suite, c'est une activité de don d'organes à visée de transplantation. Hein. C'est-à-dire que quand on parle de don d'organes, on va dire souvent cette expression dans l'émission, je pense, don d'organes, mais ça sous-entend que c'est don d'organes pour à visée de transplantation, pour transplanter et greffer des patients qui ont besoin d'un organe. Voilà. D'accord. Voilà, vous êtes anesthésiste réanimateur depuis j'ai fini toutes mes études et depuis 6 ans maintenant. 6 ans, ouais, d'accord. 2010. Vous avez fait vos études en Île-de-France? J'ai fait une bonne partie de mes études en Île-de-France et puis ce qu'on appelle l'internat, c'est-à-dire la spécialisation en anesthésie réa, je l'ai faite à Rouen, en Seine-Maritime. Seine-Maritime. Ouais, bonjour la Haute-Normandie. Exactement. Voilà. Rouen, Saint-Étienne-du-Rouvray et toutes les communes d'à côté. Yacine. Oui. Alors, quel âge maintenant? Alors moi maintenant j'ai 33 ans. Oh là là. J'ai vu un cheveu blanc. 33 ans. Ouais, j'ai 33 ans. Je suis donc infirmier au service des urgences depuis 2011. Ça fait 5 ans. Je suis infirmier en tout depuis 7 ans. Et j'ai intégré les urgences de l'hôpital Beaujon depuis 2011. D'accord. Entre-temps, j'ai partagé ce temps-là. J'ai fait mi-temps aux urgences et mi-temps à la coordination des prélèvements d'organes et de tissus. D'accord. Donc c'est là que vous avez rencontré le Dr Kandelman. Exactement. Travailler. Donc vous avez grandi dans le 95? C'est ça. C'est bien ça, à Garges-les-Gonesse. Exactement. Et oui, vous avez fait donc vos études aussi à Garges ou dans ce coin-là ou? Non, même pas. Mes études d'infirmier, je les ai fait à l'Institut de soins infirmiers de l'hôpital Saint-Louis. C'est un des hôpitaux d'assistance publique. De Paris? De Paris, exactement. Et voilà, j'ai fait mes 3 années d'études. L'infectieux, de mémoire, en tout cas. Maybe. Ça fait longtemps. Ouais, totalement. De toute façon, il y a toujours pas mal de spécialités sur les hôpitaux. On va commencer notre présentation. Alors la première question qui me vient à l'esprit, c'est alors qu'est-ce que le don d'organes? Si vous pouvez nous donner une petite définition. Ouais. Le don d'organes, c'est le fait de donner un de ses organes afin de pouvoir traiter quelqu'un qui est dans une situation où son organe est défaillant et peut le conduire au décès. Faut savoir qu'il y a de nombreuses pathologies de nombreuses maladies qui conduisent à la défaillance d'un organe, c'est-à-dire au fait que cet organe ne fonctionne plus. Et quand c'est un organe vital, par définition de ce que c'est qu'un organe vital, si l'organe ne fonctionne plus, on meurt. Et donc, pour ces pathologies, pour ces maladies qu'on pourra définir un peu plus tard, la seule solution, dans certains cas, c'est de remplacer
l'organe malade. Donc si je prends un exemple, le cœur, on est tous d'accord pour tout le monde sait que le cœur est un organe vital. Et bien dans certaines situations, le cœur se met à battre de moins en moins bien, de moins en moins fort, et le sang ne circule plus correctement, et les gens ne peuvent plus se déplacer, ne peuvent plus fonctionner, sont alités et finissent par mourir de ça. Et dans ces maladies-là, la seule solution, aujourd'hui en 2016, on peut espérer que dans un avenir parfois rapproché, pour le cœur, on est dans une bonne voie pour pouvoir construire un cœur artificiel, mais on n'en est pas là. On n'en est pas loin probablement, mais on n'en est pas là. Et donc, la seule solution pour ces malades, c'est d'avoir la transplantation d'un cœur sain. Et donc, d'où peut venir ce cœur sain ? Eh bien, pour l'exemple du cœur, la seule possibilité, c'est qu'un malade qui est malheureusement décédé dans une situation bien précise, qu'on pourra définir après, qui est la situation de mort cérébrale, qui est une situation où on est mort, parce que le cerveau est mort, mais où les organes continuent de fonctionner. Et on essaiera d'expliquer un petit peu comment on peut arriver à cette situation-là. Mais dans cette situation-là, eh bien, on peut être amené, pour la personne qui est décédée, malheureusement, elle peut être amenée à donner ses organes si elle ne s'était pas opposée de son vivant à ce don d'organes. Et donc, le cœur va être donné et transplanté au patient qui en a besoin. Donc, le don d'organes, c'est ça, c'est donner ses organes quand on est mort. En fait. Comment ça on va dire, ça se gère? Est-ce qu'il y a des équipes dédiées? Est-ce qu'il y a un service de don d'organes? Est-ce que c'est tous les anesthésistes réa qui s'en occupent? Est-ce que c'est tous les infirmiers? Ou est-ce que il y a des équipes formées, spécifiques dans la réalité, dans le concret, ça se passe comment? Alors, c'est un peu tout ce que vous venez de dire. Il y a plusieurs étapes dans le don d'organes. La première étape, c'est d'abord, pour être dans la situation de mort cérébrale dont je viens de vous parler, qui n'est pas la seule situation où on peut donner, parce qu'on peut aussi donner de son vivant, et ça c'est quelque chose de complètement différent, on en parlera après si vous voulez, tout à fait. Mais c'est pour bien séparer les choses. Mais pour ce qui est du don d'organes, quand on est en mort cérébrale, cette situation-là ne peut survenir que dans un service bien particulier de l'hôpital, qui s'appelle le service de réanimation. Pourquoi ? Parce que pour que les organes continuent de fonctionner alors que le cerveau est mort et donc qu'on est mort, eh bien il faut qu'on soit, branché sur des machines, quoi. Principalement d'ailleurs une machine qui fait respirer. Parce que quand on est mort, sinon on ne respire plus et du coup le cœur s'arrête, d'accord ? Mais en réanimation, les machines font que le cœur continue à battre, les poumons continuent à respirer. Et donc la première étape, c'est de faire ce diagnostic de mort cérébrale, parce qu'on prend pas un patient comme ça pour dire tiens, lui on va le prendre pour qu'il puisse donner ses organes. Non, on prend un patient en réanimation parce qu'on essaie de lui sauver la vie. Mais malheureusement, parfois on n'y arrive pas. Et malheureusement, parfois ces patients qu'on a pris en réanimation pour leur sauver la vie, malgré tout ce qu'on fait, ils passent en état de mort cérébrale dans certains cas. Et donc il faut, dans ces situations-là, le diagnostic de mort cérébrale est fait. Et jusqu'à ce que je viens de vous dire, c'est le travail quotidien des équipes de réanimation médicale, paramédicale, donc infirmière. Ça, c'est notre travail quotidien de réanimateur. Et ça concerne tous les services de réanimation du pays. D'accord. Ensuite, à partir du moment où quelqu'un est diagnostiqué en mort cérébrale, il est donc mort. Eh bien, malheureusement, dans cette situation-là, poursuivre les machines qui le maintiennent ses organes en état de fonctionnement n'a plus d'intérêt, sauf si une procédure de don d'organes peut être engagée. Et donc on va rentrer dans une logique non plus d'essayer de lui sauver la vie, puisque malheureusement ça c'est terminé, il est mort, mais dans une logique de don d'organes, et c'est là qu'interviennent des professionnels de l'activité de don d'organes, que sont Yacine, que je suis en tant que non plus réanimateur mais médecin coordinateur. D'accord. Et c'est ce qu'on appelle les coordinations de prélèvement d'organes. Alors prélèvement d'organes, c'est un terme qui fait déjà un peu plus peur que don d'organes. C'est vrai que c'est notre terme à nous, un peu dans le jargon médical. Parce que prélèvement, ça fait un peu, on va prélever. On va le récupérer sur le corps. Voilà. Mais bon, c'est le terme qui est utilisé, mais on pourrait appeler ça la coordination des dons d'organes, c'est pareil. Et c'est ces professionnels-là qui vont aller voir les familles, qui vont leur expliquer les situations dans lesquelles on se trouve, et qui vont expliquer la procédure de don d'organes si elle a lieu. Voilà.
D'accord. C'est génial, en tout cas, vraiment c'est très intéressant et j'invite évidemment tous les auditeurs à nous appeler dès maintenant au standard si vous souhaitez poser vos questions sur le don d'organes, s'il y a des témoignages de personnes qui ont encouragé le don d'organes, évidemment, peut-être des gens aussi qui ont peur de faire ce don d'organes, ou peut-être des gens qui ne veulent pas du tout, et pourquoi, et qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que maintenant ils donneraient. Alors, en tout cas, pour toutes ces questions, vous êtes avec bien entendu deux grands spécialistes, Monsieur Malek, et puis on vous répond. Je rappelle le numéro de téléphone pour nous joindre, 0892 23 99 50, étoile est le choix numéro 1 pour parler du don d'organes, pour vos témoignages, pour vos questions. Vous pouvez aussi nous interpeller sur Snapchat également. Vous tapez France Maghreb 2, vous rentrez dans la story et là vous nous posez votre question et Monsieur Malek se chargera du Snapchat évidemment pour vous répondre. Mais vraiment, on a vraiment envie de savoir, est-ce que vous avez envie de faire votre don d'organes ou pas, et nous dire exactement pourquoi et en parler avec nos médecins qui sont là aujourd'hui. 0892 23 99 50. Je sais que le sujet est un peu tabou pour certains. Tout à fait. Voilà, posons le sujet sur la table. Dites-nous ce que vous en pensez. Videz votre cœur, comme on dit. C'est le cas de le dire. Et vraiment, dans beaucoup de témoignages, que vous soyez d'ailleurs en Paris ou en province, voilà, venez nous parler de ce sujet qui est très 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 intéressant. En tout cas, et aujourd'hui, et débattre de ce sujet avec les médecins qui sont avec nous. Le don d'organes, 0892 23 99 50. Et je rappelle également que les auditeurs qui veulent rester anonymes peuvent rester anonymes. Et surtout, voilà, dites-nous si vous allez donner ou pas, vous, pour votre le don d'organes. Est-ce que parlez-nous-en, et puis dites-nous pourquoi. Dites-le nous sans aucun problème. On est là et on vous écoute sur Snapchat aussi. Je vous le rappelle, France Maghreb de tout attaché. Mais priorité évidemment à vos appels au standard, 0892 23 99 50. Allez, je compte sur vous, chers auditeurs. On va revenir, messieurs, dans un instant, avec peut-être les premiers appels des auditeurs qui vont bien entendu se manifester. Et puis on vient derrière. 0892 23 99 50. À tout de suite. On est bien, oh là, je vous le dis tout de suite, hein. Bienvenue tout le monde dans l'émission Parler Santé avec Monsieur Malek, avec nos médecins qui sont là aujourd'hui. On parle du don d'organes. On va faire un petit tour du côté du Snapchat évidemment, hein. France Maghreb de tout attaché pour vos questions, vos témoignages, et puis surtout vos appels au standard 0892 23 99 50, étoile est le choix numéro 1. Et je suis très content parce qu'on a déjà une première auditrice qui veut nous parler justement sur l'antenne. Elle s'appelle Béatrice, je crois, de Paris 10e. Béatrice, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Béatrice. Alors, merci de faire ce type d'émission, parce que c'est vrai que la question du don d'organes, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, un thème sur lequel je suis très responsabilisée, et j'aimerais poser une petite question donc à ces professionnels que je trouve vraiment très courageux. Merci. Je voudrais leur poser la question suivante. C'est vrai que l'objectif du don d'organes, c'est un objectif extrêmement noble. Et moi je suis très admirative, mais comment personnellement les professionnels vivent-ils ce genre de situation? Est-ce que c'est pas difficile malgré tout d'aller vers la famille de ces personnes qui sont décédées pour leur demander l'autorisation de prélever les organes de personnes qui leur sont chères? Ah, ça c'est une bonne question. Messieurs, comment vous faites dans la réalité pour convaincre, discuter, soulager quand c'est possible les familles? Surtout qu'en plus j'imagine qu'on leur demande tout de suite après la mauvaise nouvelle. On leur demande tout assez rapidement, effectivement. C'est une très très bonne. Merci pour votre appel, madame. C'est vraiment une très bonne question, et c'est effectivement un des enjeux assez compliqués qu'on a à gérer en tant que professionnel quand on est confronté à une situation comme celle-là. Il y a deux aspects, encore une fois. Il y a l'aspect déjà de l'annonce, tout simplement, enfin entre guillemets, de la mort d'un être proche, quoi. Ça c'est déjà quelque chose qui est très difficile, qu'on apprend un peu sur le tas, hein, faut bien le dire, en médecine, dans nos études. Je sais pas si on a assez peu de formation là-dessus. Ça commence. L'annonce du diagnostic. Voilà, l'annonce d'une pathologie grave, l'annonce d'un décès, c'est quelque chose que
on commence un tout petit peu à apprendre à la fac de médecine, mais c'est surtout l'expérience qui nous fait apprendre cette situation et cette situation et cette manière de faire qui est si complexe. Oui. Et puis effectivement, une fois qu'on a annoncé cette mort, et qu'il faut bien la faire comprendre d'ailleurs, parce que c'est une mort un peu particulière, puisque contrairement à l'imaginaire de la grande majorité des gens, le mort continue à respirer et continue à être chaud, et finalement a le même aspect que quelqu'un qui est dans le coma ou qui est endormi. Alors certes, il y a des machines, mais donc il y a toute cette première partie qui est très complexe. Une fois qu'on est certain que la réalité de la mort a été comprise, effectivement, il faut aborder la question du don, et en expliquant les choses de manière finalement très simple, et pour répondre à votre question le plus précisément possible, en se mettant vraiment dans la tête en tant que professionnel que notre travail, notre but, est de pouvoir faire en sorte que si le défunt souhaitait donner ses organes, notre travail, notre relation de confiance qui nous lie à lui, de manière déontologique, c'est notre travail, on est lié à notre patient, et bien cette relation de confiance doit nous obliger à aller jusqu'au bout et à faire en sorte qu'il puisse donner ses organes. Et en fait, quand on aborde une famille finalement et qu'on se met ça, on y va dans cet état d'esprit qui est finalement l'état d'esprit c'est cet état d'esprit qui nous permet d'aborder une famille plus du tout de manière gênée, parce que certes c'est difficile, mais finalement si le patient souhaitait donner ses organes, notre seule manière de le savoir, on y reviendra après, mais une des manières de le savoir, c'est d'en parler à sa famille d'abord, et puis pour nous, c'est d'aller jusqu'au bout. Et finalement, pour ceux qui souhaitent donner, il faut y aller, quoi. Et donc c'est dans cet état d'esprit. Et d'ailleurs, ceux qui ne souhaitent pas donner, pareil. Mais il faut qu'on le sache. Et du coup, on est dans un état d'esprit très très neutre finalement. Et notre travail, c'est de savoir si il souhaitait donner, et deux, de faire en sorte qu'il puisse le faire s'il le souhaitait. Ah oui. D'accord. Et je peux me permettre de poser une autre petite question. Allez-y, bien sûr. Quel sera alors j'ai compris qu'il y a donc un personnel médecin et un personnel infirmier, et quels vont être les rôles respectifs du médecin et de l'infirmier? Allez, on va poser la question à Yacine, d'ailleurs. Alors, bonjour madame. Donc, pour répondre à votre question, le rôle du médecin et de l'infirmier, c'est un rôle qui est très complémentaire. Dans un premier temps, comme le docteur Kandelman le disait, le patient qui arrive en réanimation, on fait tout dans un premier temps pour lui sauver la vie. Si malheureusement, malgré tous les soins prodigués, on n'y arrive pas et qu'on entre dans un état de mort encéphalique, donc dans une procédure de don d'organes, là, il y a un autre médecin et l'équipe de coordination de prélèvement d'organes qui entre en jeu. Cette équipe réunit énormément d'informations sur le patient pour voir s'il pourrait être éligible à un prélèvement. Avant d'essayer d'aller voir des familles pour leur parler de cette problématique. Il faut être sûr. Voilà, exactement. On peut pas se permettre d'aller les voir et que finalement, non, on s'est trompé parce que il a un antécédent ou il a telle pathologie qui fait qu'on ne peut pas aller jusqu'au prélèvement. Donc le rôle du médecin réanimateur, du médecin coordonnateur et des infirmiers qui s'occupent de la coordination prélèvement d'organes, c'est vraiment un rôle très complémentaire. Peut-être juste pour compléter ce que vient de dire Yacine, dans la réalisation de l'entretien avec les proches, c'est-à-dire au moment où on va voir la famille pour lui expliquer la situation, là aussi les rôles sont très complémentaires. Évidemment, il n'y a pas une seule manière de faire un entretien comme celui-là, mais ce qu'on essaie de faire, c'est au rôle du médecin réanimateur d'annoncer le décès. Puisque finalement, le décès, c'est finalement l'aboutissement de ce qu'on a essayé de faire et qu'on n'a pas réussi, mais qui était la prise en charge de ce malade. Oui. Et donc le réanimateur qui a pris en charge ce malade et cette famille, qui les a déjà rencontrés au préalable d'ailleurs en général, pour leur expliquer l'évolution de la pathologie, de la maladie, c'est ce réanimateur qui les rencontre pour leur dire voilà monsieur, madame, malheureusement on a le regret de vous annoncer la mort de votre proche, on n'a pas réussi à le réanimer. Et puis
Oui. Une fois que cette mort, alors ça je vous le dis, je vous le fais en 2 secondes, mais bien entendu, bon, il y a des formes, il y a une manière de faire. Mais une fois que ceci est fait, dans un deuxième temps, et j'insiste bien dans un deuxième temps, c'est-à-dire que tout à l'heure on disait qu'on le fait dans la foulée. Oui, on le fait dans la foulée, mais c'est pas, on essaie de pas le faire dans les secondes qui suivent. On sépare ces 2 temps parce que c'est 2 choses bien différentes. On va rencontrer de nouveau cette famille une fois qu'elle aura intégré cette triste réalité, après avoir été rendre visite à leurs proches dans la chambre, par exemple. Enfin, en tout cas, on leur laisse du temps. Eh bien, on va devoir aborder la thématique de la possibilité du don d'organes. Et en général, ça, c'est plutôt le rôle de l'infirmier coordinateur qui est professionnel du don d'organes et qui va aborder, en présence du médecin réanimateur, hein, parce qu'encore une fois, c'est une histoire de complémentarité, mais qui va aborder la question du don d'organes. Oui. Eh ben voilà, Béatrice, pour votre question qui est vrai que c'est pas évident. Mais merci beaucoup pour toutes ces informations et moi je voudrais dire bravo à ces médecins et ces infirmiers parce que la cause est vraiment très noble. Merci à vous. Merci à vous, Béatrice. À très bientôt et merci de votre appel évidemment. À bientôt. Au revoir Béatrice qui nous appelait de Paris 10e. Et vous aussi d'ailleurs vous voulez parler du don d'organes. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'avoir à ce qu'on vous pose la question de donner des organes? Est-ce que vous-même vous direz oui, vous direz non? Vous voulez nous en parler? Vous voulez bien entendu nous parler de ce don d'organes? Des questions aux médecins comme cette auditrice Béatrice? Eh bien n'hésitez pas, je sais que c'est pas toujours évident d'en parler, mais on peut rester aussi tout à fait anonyme. Le numéro du standard, je vous le rappelle, 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1, on en parle ensemble, on débat évidemment avec tous nos médecins, nos 2, il y a médecin et infirmier évidemment, et Monsieur Malek qui est là aussi. Alors Monsieur Malek, avant d'aller sur le standard au 0892 23 99 50, y a-t-il peut-être des commentaires sur Snapchat? Pas encore. Pas encore. Bon, bah alors les gens sont timides sur Snapchat aussi, mais vous inquiétez pas, ça va venir petit à petit. On a confiance comme cette auditrice Béatrice qui nous a appelé, ben vous aussi, que vous soyez d'ailleurs à Paris ou en province, on compte sur vous pour témoigner parce que nos témoignages, vos témoignages sont bien à l'antenne pour évidemment aider à cette émission. 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. On continue, oui, tout à fait. Alors moi j'avais une question au niveau des chiffres. Est-ce que vous avez des chiffres à nous donner par rapport à ce qui se fait en France au niveau du don? Les chiffres finalement ils sont importants dans la mesure où ça permet de comprendre pourquoi se positionner soi-même est important, puisque on est dans une situation où il y a plus de patients qui attendent des organes que de patients qui donnent des organes. Et c'est la problématique. C'est une des problématiques. C'est-à-dire que si finalement on n'avait pas besoin d'organes pour une raison ou une autre, qu'on arrive à traiter les maladies de manière différente, ou alors qu'on arrive à faire des organes artificiels, on serait peut-être probablement pas là pour parler de ça aujourd'hui. Les chiffres, c'est grosso modo, je les ai, c'est à une dizaine près, hein, mais il y a entre 5300, à peu près 5500 transplantations par an. Donc, c'est-à-dire qu'il y a entre 5500 patients qui avaient une maladie d'organes en phase terminale et qui ont été transplantés, qui ont permis de récupérer une vie avec une bonne qualité de vie. Mais ces 5500 patients faisaient partie d'un groupe beaucoup plus large qui sont les patients en attente. Et ces patients en attente, ils sont de l'ordre d'à peu près entre 13 et 17 000. Donc aujourd'hui, au moment où je vous parle, là, il y a, on va dire, fourchette inférieure, il y a 13 000 patients qui sont inscrits sur liste d'attente et qui attendent un coup de fil. Hein. Ça se passe vraiment comme ça. Ils attendent un coup de fil de leur médecin, cardiologue, néphrologue, hépatologue, dépendant de l'organe concerné, qui va l'attendre ce coup de fil, qui va leur dire allez, vous venez à l'hôpital, on a un organe pour vous, vous allez être transplanté dans la nuit. Et c'est comme ça que ça se passe. Et ce qui est un dernier chiffre qui je pense est très important, parmi ces 13 000 malades qui attendent ce coup de fil, malheureusement chaque année il y en a 500 qui décèdent faute d'organes disponibles. Donc 2 par jour à peu près, entre 1 et 2 par jour. Et je pense que ces chiffres-là sont importants dans la réflexion que chacun doit mener sur. C'est pas la seule réflexion qu'il faut avoir parce que mais ça doit faire partie de on a besoin de ces organes encore aujourd'hui. Et quels sont les organes les entre guillemets les plus demandés? Il y a pas de. Je peux vous dire quels sont les organes parce que tous les organes ne sont pas transplantables en fait. Oui. Quels organes sont transplantables? En fait c'est des organes vitaux. Qu'est-ce qu'on transplante? C'est le cœur, les poumons. Pour les organes thoraciques, pour les organes abdominaux il y a les reins, le foie. Et
dans une moindre mesure, on commence à faire des transplantations d'intestin et de pancréas. Voilà, ce sont les organes qui peuvent être donnés et donc transplantés, ou bien transplantés et donc donnés. Voilà. Et alors le plus grand nombre qui est touché, excusez-moi, pour répondre à votre question, le plus grand nombre qui est touché parce que c'est des pathologies qui sont très fréquentes. Vous savez que le diabète, l'hypertension artérielle, ce sont des maladies qui touchent tous les organes, mais qui vont attaquer de manière très forte les reins. Et donc il y a beaucoup de patients qui sont en insuffisance rénale. Alors le rein est un peu particulier puisque il existe un traitement de ce qu'on appelle de suppléance. C'est-à-dire que c'est un organe vital, on peut pas vivre sans fonction rénale, mais on a inventé une machine qui s'appelle la machine de dialyse qui permet en étant branché plusieurs fois par semaine sur cette machine, de nettoyer le sang et de faire le travail du rein. Alors ça présente plusieurs inconvénients, bien sûr. Un, il faut être dialysé 3 fois par semaine, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire à chaque fois 4 heures. Et puis 2, on sait que malgré tout, ça continue d'abîmer les autres organes. Et le vrai traitement en insuffisance rénale terminale, le traitement optimal, on va dire plutôt, c'est la greffe. Et donc, pour répondre à votre question, le nombre de transplantations qu'il y a en plus grand nombre, c'est la transplantation rénale. Pourtant, le rein, on peut vivre juste avec un seul. Alors, on peut vivre avec juste un seul rein, parce que vous savez qu'on a 2 reins, vous avez raison de le rappeler. Et on peut vivre très bien avec un seul rein. Et c'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait d'autres situations dans lesquelles des organes pouvaient être donnés. C'est la situation qu'on appelle le don du vivant. C'est-à-dire que dans certaines situations, on peut donner des organes alors qu'on est vivant. Et quelle est cette situation? C'est les organes qui sont doubles. C'est-à-dire que on peut donner un rein à un proche. C'est comme ça que c'est défini par la loi. Ça doit être un proche. Alors la définition de proche, elle est très très vague maintenant parce que comme la société a beaucoup évolué, jusqu'à il y a quelques années, les proches étaient les parents, les frères et sœurs et les enfants. Maintenant, est un proche quelqu'un avec qui on peut prouver une union forte, même un ami, depuis plus de 2 ans. Et donc on peut donner un de ces reins si on est compatible sur le plan du groupe sanguin, sur tout un tas d'arguments biologiques. On peut donner un rein de son vivant. Et effectivement parce que ça ne met pas en jeu la vie de celui qui donne. D'accord. Non mais c'est intéressant. Je pense qu'on va commencer à aborder les questions, je dirais, pratiques. C'est-à-dire comment vous faites aujourd'hui. Est-ce que moi quand j'entends don d'organes, oui Moudjahid. Allez-y, finissez. Non mais on va aborder la question, je pense, de tout ce qui est religieux, parce que quand on parle de don d'organes, je pense que vous devez avoir ces réflexions de c'est interdit dans toutes les religions qui existent. Alors on va voir ensemble comment vous faites. Ensuite, je pense qu'il est intéressant de savoir. On a discuté avant, quand on a préparé cette émission, d'une loi que je pense peu de gens savent et qu'il est plus qu'important de donner, même pas de rappeler, mais de donner et de marteler, parce que même moi j'ai été choqué quand j'ai entendu ça pour la première fois. Donc Moudjahid, est-ce que tu veux qu'on prenne quelqu'un? Tout à fait, avant on va prendre des auditeurs évidemment qui sont présents en tout cas, et ça nous fait vraiment plaisir. Continuez à témoigner. 0892 23 99 50, c'est le numéro de téléphone, je vous le rappelle, 0892 23 99 50. On a Pierre qui est avec nous de Paris. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre. Oui, bravo pour cette émission. Moi, je voulais poser la question, mais vous venez de l'évoquer un peu. Quel est l'impact de la religion pour les éventuels donneurs d'organes? Est-ce qu'il y a une attitude très différente selon les religions? Alors, rentrons dans le vif du sujet, si vous le voulez bien. Alors, messieurs. Merci pour votre appel et pour la question. Moi, je peux vous répondre en tant que médecin. Donc, on en discutait effectivement avec Yasser avant de faire l'émission. Ce qu'on pourrait imaginer comme émission future, ou en tout cas, c'est d'avoir un représentant de chaque culte qui pourrait s'exprimer en tant que représentant de ce culte. En tant que médecin, je peux vous parler par contre de ma pratique. Effectivement, et puis aussi des recherches que j'ai faites, parce que ça, bien entendu, ça m'interpelle. Effectivement, on voit de tout, en fait. Qu'est-ce que je m'explique. On voit des familles qui s'opposent, enfin qui expriment un refus de dons, en prenant comme motif de refus la religion, et ce pour toutes les grandes religions monothéistes qu'on connaît en France. J'ai en mémoire des familles qui me disaient il est telle religion et donc tout simplement il n'aurait pas souhaité donner ses organes. Et j'ai ça en mémoire
pour encore une fois plusieurs religions. Mais j'ai aussi le contre-exemple, c'est-à-dire que on est confronté à des familles, on est amené à prendre en charge des familles plutôt dont le proche est pratiqué une religion, musulman, juif, chrétien, et qui étaient des donneurs d'organes. Et du coup, effectivement, ça interpelle. C'est-à-dire, on se dit, mais quelle est la position finalement de la religion? Alors, en tant que médecin, avec Yacine, on s'est intéressé à ça, on a fait le tour. Et finalement, là, une réponse, mais qui est très vague, hein, mais c'est que finalement, aucune des religions monothéistes pratiquées en France ne s'oppose au don d'organes. C'est bien de le dire, hein. Toutes les religions, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire toutes les religions. C'est bien de le dire. C'est bien de le dire. C'est bien de le dire. Après, il faut dire deux choses dans la foulée. Il faut dire que finalement, et là encore une fois, je le dis tout à fait de manière modeste en tant que médecin, mais les textes fondateurs de chaque religion n'avaient pas prévu qu'on pourrait faire cette prouesse médicale qui est celle de la transplantation. Et donc, on est comme pour beaucoup de situations en ce qui concerne la religion, dans de l'interprétation des écrits. Et ces interprétations, elles peuvent être multiples. Et au même titre que je vous disais que en tant que famille et proches qu'on a rencontrés, on avait vu un peu de tout, et bien même au niveau des représentants religieux, on peut entendre un peu tout et son contraire, je vous dirais. Pour ce qui est par exemple de la religion musulmane, j'ai discuté avec des imams qui me disaient ah non, on peut pas parce que telle raison, et là vous me permettrez de ne pas rentrer dans les détails parce que je les connais pas bien, c'est pas mon. Et puis d'autres imams qui me disaient si au contraire, si ça peut sauver la vie de quelqu'un, c'est autorisé. Et à mon niveau, je m'arrêterai là, mais je peux vous dire que ce que j'ai retenu, moi ce que je retiens, c'est que face à une famille qui m'oppose la religion comme motif de refus, je sais que je peux m'autoriser, je peux comprendre ça comme quelque chose de très intime, et c'est ça qu'il faut retenir. Je pense que ça relève de l'intime, la volonté de donner ou pas. Tout à l'heure, notre collègue à la radio disait appelez-nous pour nous dire si vous voulez donner ou pas, mais à la limite, c'est quelque chose de très personnel. Ah oui, et on peut vouloir avoir envie de le dire, mais on peut aussi vouloir garder ça pour soi, et surtout, les raisons qui nous motivent à vouloir donner ou ne pas donner peuvent être multiples, sont très complexes, relèvent de la personnalité de chacun, et finalement, c'est un travail un peu de chacun d'aller faire son travail de recherche, d'aller discuter avec ses représentants religieux s'il y en a, pour se faire sa propre idée. Je sais pas si c'est un travail très personnel qui doit être fait. Moi personnellement, je rejoins le docteur Kandelman sur son point de vue, parce que c'est vrai qu'on a déjà nous été confrontés à l'aspect religieux dans la pratique du don d'organes, et généralement, nous on a nos avis. C'est vrai qu'on a fait quelques recherches modestes, parce qu'on n'est pas théologien dans les différents cours religieux. Mais voilà, nous ce qu'on conseille de faire aux gens, c'est vraiment s'ils se posent cette question, c'est très bien, parce que nous, notre but, c'est même pas de pousser les gens au don, surtout pas. C'est vraiment de respecter la volonté du défunt. Et pour respecter ça, ce qu'il faut, c'est que les gens aillent au bout d'eux-mêmes, qu'ils aillent ouvrir le débat, qu'ils aillent parler à leurs différents aumôniers religieux ou autres. Et finalement, comme le disait le docteur Kandelman, la religion au jour d'aujourd'hui, avec ce qui se passe, c'est vrai qu'elle est sur la place publique. C'est même pas à la base, c'est même pas de l'ordre privé, c'est vraiment de l'ordre intime, comme il le disait. Et vraiment, nous, ce qu'on demande aux gens, c'est de se renseigner sur ce qui est fait, la discipline, pourquoi c'est fait. Après, le choix qui soit en faveur du don ou contre le don, il appartient à tout à chacun. Mais ce qui est important, voilà, c'est d'avoir les tenants, les aboutissants, et de prendre une décision avec toutes ces informations. Quant à vous, Pierre, qu'est-ce que vous en pensez, vous, du don d'organes, alors ? Ah moi, j'en pense beaucoup de bien. Et je suis très content qu'il y ait des émissions pour défendre ça. C'est très intéressant. Et j'ai trouvé aussi votre réponse sur la religion qui est très très pertinente. C'est vraiment que c'est un choix personnel, et il faut pas trop mettre la religion là-dedans. Je crois que c'est vraiment un choix personnel. Bravo. Merci beaucoup, Pierre, de votre appel. Merci. À très très bientôt. Vous nous rappelez quand vous voulez, Pierre. À bientôt. Merci, Pierre. Merci beaucoup. Alors moi, j'ai une question tout de suite, j'enchaîne, parce que sinon je sais que tu vas nous couper. Oui, allez-y. C'est ça? Une question sur Snapchat, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors avant, on rappelait, avant que tu la poses, il n'y a pas de souci.
0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Ça fait plaisir, on a déjà 2 témoignages sur le don d'organes. On aimerait vous aussi que vous nous appeliez pour nous dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que vous avez des questions, des interrogations, vous voulez poser le débat, vous nous appelez 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Je rappelle le Snapchat également, vous tapez France Maghreb 2 tout attaché, vous rentrez dans la story, vous rentrez vos commentaires, vos messages, et justement on en a un, monsieur Malek. Alors. Oui, tout à fait, il y a Noémie qui nous demande combien de temps on a pour une transplantation une fois que la personne est décédée. Alors, déjà la première question, merci Noémie pour la question. La première question, c'est combien de temps on a pour un don, parce qu'avant de transplanter, il faut donner. Et ça c'est une très bonne question. C'est un des problèmes auxquels on est confronté, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps, parce que une fois que le cerveau est mort, les autres organes peuvent continuer de fonctionner grâce aux machines et au traitement de la réanimation, mais quand même, le cerveau, c'est le chef d'orchestre de tout ça. Et quand il est plus là pour donner des signaux, les autres organes, ils finissent par s'arrêter, y compris quand il y a les machines qui sont branchées. Et donc, on a quelques heures à partir du moment où un patient est en état de mort cérébrale, on a quelques heures pour aller voir la famille, savoir si le patient souhaitait donner et n'était pas opposé au don d'organes, et puis entabler la procédure de don. Une fois que l'organe est donné, que les chirurgiens ont fait leur travail et que l'organe a pu être prélevé, on dit, on a encore quelques heures, mais il faut aller vite, parce que, et là ça dépend des organes, les organes, une fois qu'ils ont été prélevés, ils supportent très mal le fait de ne plus être dans un organisme, et donc pour le cœur, on a de l'ordre de 4 heures par exemple, entre le moment où le cœur a été pris et le moment où le cœur doit être retransplanté. Les foies et les reins, ça peut être un peu plus long, mais c'est de l'ordre de quelques heures. Voilà. Donc entre le moment où on a quelqu'un qui a une mort cérébrale et le moment où les organes peuvent être donnés, il peut se passer jusqu'à 24 heures. Et à partir du moment où les organes sont prélevés, là il faut aller très vite. On a des appels, et j'ai encore une question. Oui, une autre question, on va d'accord. Ça n'arrête plus. Ça fait plaisir, tant mieux. On va prendre d'abord l'auditeur et après on répond sur Snapchat, il y a pas de souci. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 sur Snapchat, vous tapez France Maghreb 2 tout attaché. Vous rentrez dans la story, vous posez vos questions et on a Béatrice d'Aubervilliers qui est avec nous. Bonjour Béatrice. Bonsoir. Bonsoir Béatrice. Je voulais vous dire, juste pour les organes, si on dit pas qu'on veut les donner, ils les prennent directement. On allait aborder cette question, alors justement, chère Béatrice, par rapport à la loi. Donc on reste normalement, ils enlèvent directement si on dit rien. Alors on va peut-être tout de suite passer à cette fameuse loi. Qu'est-ce que la législation dit si... Est-ce que je ne dis rien, donc c'est bon, ou est-ce que parce que je n'ai rien dit, justement ça veut dire que... Il y a plusieurs régimes. Bonjour Béatrice, merci d'avoir appelé. C'est vrai que c'est ce que vous dites est finalement pas loin d'être la vérité. En fait, ce qui se passe, c'est que il y a plusieurs régimes de consentement. Il y a plusieurs manières de faire les choses, mais en France, ce qui est la loi, c'est que si un patient qui est en état de mort cérébrale, qui peut être donc dans une situation de donner ses organes, ne s'est pas opposé de son vivant au don d'organes, il est considéré comme donneur d'organes. Je m'explique. Oui. Alors il faut préciser quand même les choses. S'opposer de son vivant, ça veut dire quoi? Ça veut dire exprimer d'une manière très claire qu'on était contre le don d'organes. Et j'en profite pour... Donc ça, c'est la loi. Alors, avant d'expliquer comment on peut s'opposer de son vivant, je voudrais juste expliquer cette loi qui, pour tous les auditeurs qui nous entendent là, qui apprennent probablement l'existence de cette loi, peuvent être choqués. Parce que c'est vrai que ça peut paraître choquant. Finalement, on se dit, attends, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils nous prennent. Parce que quand je vous ai dit que vous avez presque la vérité, il y a une petite chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est quand on dit, ils nous prennent nos organes. C'est une manière de dire les choses, mais c'est pas ils nous prennent, c'est le patient donne. Alors c'est subtil je suis d'accord comme nuance, mais c'est important. Et pourquoi il y a cette loi? En fait, la loi elle est basée sur un principe de solidarité. Oui. Je m'explique. Quelqu'un qui est dans une situation de défaillance d'organes vital et qui nécessite une greffe en urgence pour vivre.
Et je prends souvent pour donner cet exemple-là parce qu'il est très parlant. Il peut arriver à des patients, à n'importe qui. C'est celle de l'intoxication médicamenteuse ou par des champignons. Hein. On va cueillir des champignons un dimanche parce qu'il fait beau, enfin parce qu'il a plu plutôt la veille, et on croit qu'on les connaît bien et on se trompe et on prend un champignon qui est très mauvais. Eh bien, parfois on peut être dans une situation où ce champignon va attaquer le foie et ça fait ce qu'on appelle une hépatite fulminante. Là, les choses vont très vite pour dans ces situations-là, et on peut se retrouver très vite dans le coma avec un foie qui ne fonctionne plus, et on peut très rapidement évoluer vers une situation de mort. Et la seule solution, c'est d'avoir une transplantation de foie qui va guérir le patient. Si on trouve un foie et on va lui transplanter, le patient va guérir. Donc c'est une situation presque binaire, quoi. C'est soit il y a un foie et on meurt tout de suite et on est sauvé, soit il n'y a pas de foie et on meurt tout de suite. Dans cette situation-là où on est dans le coma, en tant que médecin, il ne viendrait pas à l'idée d'aller s'enquérir, de savoir si cette patiente ou ce patient souhaitait ou ne souhaitait pas recevoir un foie. Il est pour nous évident que il veut recevoir un foie. Et du coup, par extension de ce principe, eh bien, on considère que tout le monde est présumé receveur d'organes, et donc, effectivement, tout le monde est présumé donneur d'organes. C'est ce principe qui sous-tend cette loi qui peut paraître, encore une fois, choquante, mais qui, j'espère, une fois expliquée comme ça, en tout cas nous permet de comprendre un peu mieux pourquoi elle existe. Alors, il faut quand même préciser que... Rapidement, on a 30 secondes. Allez-y. Alors, il faut quand même préciser que, heureusement, on est présumé donneur, sauf si on a donné son refus. Et on peut dire, si on est sûr qu'on veut pas donner, on peut dire je ne veux pas donner mes organes de deux manières. Soit en allant s'inscrire sur le registre national des refus, on tape sur Google registre national des refus, soit, et c'est très important, en parlant à ses proches. On dit à ses proches et on l'écrit, je ne veux pas donner mes organes. Voilà. Moi je le dis pas à mes enfants, mais je veux bien qu'on prenne qu'est-ce qu'on va me prendre, c'est tout. Écrivez-le. Rester avec les choses qui servent plus à rien. Alors justement, écrivez-le. Écrivez-le. Et moi je suis athée, mais j'aime tout le monde. C'est tout. On vous aime aussi. Merci Béatrice. Merci beaucoup madame de votre appel. Au revoir et merci. Bisous. À bientôt. On va revenir dans un instant. Il y a encore plein d'autres appels, messieurs. Là. J'ai encore 2-3 questions. Alors. Oui, le crooner a fait. Je vous le dis moi ce soir. On a un docteur là qui captive tous les auditeurs. Ça nous fait plaisir en tout cas. 0892 23 99 50. On parle du don d'organes. On aura des auditeurs. On aura le Snapchat évidemment. Vous avez France Maghreb de tout attaché. Et puis le téléphone priorité à vous. 0892 23 99 50. On revient tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. Maghreb 2, France Maghreb 2. Oh, comme ça passe vite, la dernière partie de l'émission Parler Santé, mais on est encore là, on vous accueille, vous êtes prioritaire évidemment. Nous sommes avec Monsieur Malek qui est là. Toujours. Et avec nos deux médecins, Monsieur Malek. Docteur Kandelman et notre ami Yacine. Exactement, Docteur Kandelman qui est là, qui fait beaucoup succès ce soir. Évidemment, on parle du don d'organes. Les questions sur Snapchat, vous continuez, France Maghreb de tout attaché, on va les lire, promis. Oui. Mais pour l'instant, on a des auditeurs au standard, au 0892 23 99 50. On va commencer par Marie-Caroline, je crois. Caroline, bonjour. Oui, bonjour. Pardonnez-moi d'avoir écorché votre nom. Vous nous appelez d'où, Marie-Caroline? Oui, je vous appelle de Clichy-la-Garenne. Clichy-la-Garenne, très bien. On vous écoute. Alors, déjà, moi, je souhaitais vraiment féliciter les professionnels de santé donc qui sont présents avec vous ce soir, parce que je trouve que qu'ils font, et le fait de faire cette émission aussi, d'informer, c'est vraiment super. Et par contre, j'aurais une question, moi, c'est sur l'après-don, en fait, une fois que, voilà, nous défunts, une fois que la personne est décédée, la famille a-t-elle des renseignements sur ce que sont devenus les organes de la personne disparue, sachant que c'est anonyme, mais est-ce que quand même on peut garder avoir une sorte de suivi sur les organes, en fait? Oui, totalement. C'est une excellente question. Bonjour Marie-Caroline. Bonjour. Donc par rapport à ça, oui, ça fait partie de nos missions. Il y a la prise en charge du patient, du donneur, mais également de ses proches.
Et dans la prise en charge, on s'arrête pas seulement à tout l'aspect médical de cette discipline. Il y a également la prise en charge de la famille lorsqu'on est amené à les rencontrer et de faire ce qu'on appelle l'abord du don, savoir si le patient était favorable ou contre le don d'organes. S'ils sont favorables, si le retour favorable nous revient, on leur explique qu'on peut les tenir informés du déroulé de l'intervention, de ce qui se passe au fur et à mesure, dans la mesure du possible. Après, ce qui est très important, c'est que une fois que les organes ont été prélevés, donc transplantés, on peut rester en contact à la demande de la famille ou des proches avec eux pour savoir le devenir des organes. Si la transplantation a été un succès, si les patients qui ont reçu les organes sont toujours en vie. Par contre, voilà, comme vous le disiez, il y a la confidentialité pour éviter qu'il y ait un conflit d'intérêts entre donneurs et receveurs. D'accord. Mais sinon, oui, on peut garder ce contact, soit nous les prévenir et leur dire ce qu'il en est. Des fois, il nous arrive même que les familles de receveurs envoient des courriers. Donc, comme eux aussi sont tenus par l'anonymat, ces courriers sont envoyés à l'Agence de la biomédecine, c'est notre organisme de tutelle. Ils leur ont sont envoyés. Ces courriers nous sont retournés, du moins aux équipes de coordination qui sont occupées de ce don. Et par rapport à ce qu'avaient décidé les proches et la famille, on leur retourne ce courrier ou non, en fonction de ce qu'ils avaient décidé. Et ça, c'est quelque chose qui peut être fait une semaine après, 6 mois, 2 ans, 10 ans, 20 ans, il n'y a pas de délai parce que tout est archivé, tout est compulsé et il y a toujours ce lien qui est maintenu. Parce que pour le coup, c'est vrai que dans le médical, on est dans l'humain et encore un peu plus dans cette discipline. Et ça, ce travail-là, le fait que vous fassiez donc un suivi pendant le déroulé de la procédure du don, et vous, en tant que professionnel, vous êtes l'infirmier, c'est ça ? Oui, c'est ça, je suis l'infirmier. D'accord, donc en fait, c'est vous un peu la personne référente auprès de la famille du défunt, vous et le médecin. Oui, exactement, le médecin et l'équipe infirmière, exactement. C'est nous qui sommes en lien avec la famille. On essaye de faire au maximum qu'il n'y ait pas plusieurs intervenants, parce que ça parasite ou autre, même si notre équipe est composée de plusieurs infirmières coordinatrices également. On se fait nos transmissions, mais elle est liée avec cette équipe pour éviter qu'il y ait un échappement d'informations et qu'on réponde assez rapidement à leurs différentes demandes. D'accord, très bien. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Un bisou au bébé. Oui, un gros bisou au bébé. Un gros bisou au bébé. Oui, merci beaucoup. À bientôt Marie-Caroline. Merci beaucoup de nous avoir appelés. À très bientôt. Et vos appels évidemment en direct au standard 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Mina malheureusement n'a pas pu patienter, c'est pas grave. Elle peut nous rappeler évidemment 0892 23 99 50 si vous avez des questions sur le don d'organes avec nos médecins qui sont là et Monsieur Malek. Alors Monsieur Malek sur Snapchat en tapant France Maghreb 2 tout attaché, vous rentrez dans la story et vous nous posez vos questions. Qu'y a-t-il comme question ? On avait 2 questions de la part de Youssef. Alors, il voudrait savoir quels sont les organes les plus compliqués à transplanter. Ça, c'est sa première question. Et ensuite, est-ce que les organes sont vendus aux patients ? Et pour terminer, il nous remercie pour cette super émission. Donc, c'est gentil. Merci à toi, Youssef, pour ton soutien. Merci pour les questions. Est-ce que les organes les plus compliqués à transplanter, c'est compliqué de répondre à cette question-là parce que finalement chaque organe ça peut être très simple et puis il peut y avoir des complications liées au patient plus qu'à l'organe en tant que tel. Ce qui est sûr c'est qu'un des organes qu'on essaie de transplanter de manière assez récente et donc pour lequel c'est plus compliqué, c'est ce qu'on appelle la transplantation intestinale. Certains patients ont eu des maladies qui font que leur intestin ne fonctionne plus. L'intestin stricto sensu c'est pas forcément un organe vital mais
mais quand même avec un intestin très court, c'est très difficile de vivre et la qualité de vie est grandement amoindrie. Et puis à terme, malgré tout, on finit par décéder de certaines pathologies liées à l'intestin. Et du coup, on essaie de faire des transplantations intestinales, mais ça reste assez compliqué. En tout cas, c'est pas développé comme peut l'être la greffe rénale, par exemple. Le deuxième question, elle est très importante. Est-ce qu'on paye? Heureusement, non. C'est un des grands principes qui sous-tendent l'activité de don et de transplantation, qui est la gratuité, bien sûr. Comme c'est une activité complètement gratuite. On sait que dans certains pays, il y a un trafic d'organes. Voilà, c'est parfois d'ailleurs un peu dans une espèce d'image, c'est parfois des fantasmes entre guillemets de gens qui ont peur. Hein. Parmi toutes les peurs qu'on peut avoir par rapport au don, il y a celle-là, quoi, de rêve, de trafic. Quoi, voilà, notre organe va être vendu ailleurs et pas donné en Heureusement, on est dans un pays où les choses sont très très bien organisées, très très bien encadrées par la loi, et c'est complètement inenvisageable qu'il y ait le moindre trafic d'organes en France à l'heure actuelle. Merci en tout cas. Génial. On continue avec plein de témoignages d'auditeurs. Évidemment, on parle du don d'organes et toutes vos questions au standard 0892 23 99 50. On va accueillir Mina qui est avec nous de Neuilly-Plaisance, je crois. C'est ça, Mina? Oui. Bonjour, oui. Mina. Bonjour, Mina. Bonjour. Merci pour cette émission. Merci à vous. Et je suis très fière de vous parce que ça fait très plaisir. Ça change des sujets qu'on n'arrête pas d'entendre. Alors ma question est la suivante. Quand il s'agit d'un musulman en son vivant et qui décide de donner l'organe, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des conditions? Est-ce qu'il faut s'inscrire? Comment ça se passe ici? Ah bah voilà. Alors ça, très bien, docteur. On va pouvoir lui répondre à cette question qui est vraiment très intéressante. Juste pour être sûr de la question, oui. Bonjour, merci Mina pour votre appel. La question c'est un musulman qui de son vivant a dit qu'il voulait donner, comment ça se passe après sa mort, c'est ça la question? Après sa mort, oui, okay. Oui. Comme pour tout le monde en fait, citoyen. Mais là où, enfin, comme pour n'importe quel citoyen bien sûr, évidemment, oui. Mais ce qui est sûr, là où je me permettrai d'insister, ça me permet d'insister sur vraiment un des messages que je pense qu'il est important de faire passer. Oui. Il y a encore beaucoup de gens qui pensent que, par exemple, la religion, encore une fois quelle qu'elle soit, interdit, d'accord? Et donc, voilà. Ce qu'on peut nous, et c'est très difficile comme situation pour nous en tant que médecins et infirmiers, ce qui nous arrive parfois, c'est d'être confronté à une situation suivante. On est face à un patient que malheureusement on n'a pas pu réanimer. Il est en mort cérébrale. On sait qu'il aurait souhaité donner ses organes parce que un frère, une sœur à lui nous a rapporté qu'il aurait voulu. Mais lorsqu'on parle de ça, dans la famille, on est face à 5 ou 6 personnes. Les deux frères, par exemple, les deux frères, le papa et puis un cousin. Et puis, il y a quelqu'un qui va nous dire ah, non, je suis désolé, mais il était telle religion, donc c'est non. Et là, nous, on est face à un dilemme d'une grande complexité. Soit, on respecte la loi. Et la loi, c'est quoi? Est-ce qu'il s'était opposé de son vivant? La réponse est non. Donc, on va aller faire le don d'organes. Mais, ça se fait dans une situation très conflictuelle, parce qu'il va y avoir une partie de la famille qui va nous dire, mais non, c'est pas possible, on peut pas faire ça, il était musulman, on veut pas. Et du coup, là, la solution pour régler ce problème, d'après nous, c'est de tout un chacun, et j'espère que tous les auditeurs après cette émission le feront, c'est de, réfléchir à ce qu'ils souhaitent faire, et encore une fois, on ne va pas revenir là-dessus, c'est quelque chose de très intime, mais s'ils souhaitent donner, le dire à ses proches, et l'écrire sur un papier, c'est pas compliqué, on écrit aujourd'hui la date, le jour, je ne m'oppose pas au don d'organes, je souhaite donner mes organes après ma mort. Et ça, si on a ce papier-là, on peut rien faire. Enfin, même vis-à-vis de la famille. Je veux dire, nous en tant que médecins, on sera... et c'est, voilà, exactement. Sauf que c'est pas forcément aussi compliqué, pas besoin d'aller chez le notaire, pas besoin... Déjà, la première étape, c'est d'en parler. Parce que si on en parle, bien, les proches, ils vont respecter votre position. Vous disiez, pardon, Mina? Oui. Exactement. Voilà. C'est très important d'en parler. En fait, le problème, c'est qu'on n'en parle pas beaucoup. Et c'est vrai que je dis pas que c'est facile, hein, parce que ça touche à plein de sujets tabous. Ça veut dire qu'on va parler de la mort, qu'on va parler de notre corps. C'est des choses qui sont pas faciles à discuter. Nous, ce qu'on essaie de faire passer comme message, c'est pas forcément de rentrer dans une discussion très compliquée, mais juste de dire, voilà, moi je te dis juste,
après ma mort, sache que je souhaite ou que je ne souhaite pas donner mes organes. Déjà, si à la fin de l'émission, tous les auditeurs qui nous écoutent font déjà ça, on aura rempli notre mission, je pense. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Merci. Merci, à bientôt. Merci beaucoup à l'animateur, monsieur Malek. Non, je pense qu'elle parlait de vous. Non, pas de moi. Voyons. Plaisir. Bien. Alors, en tout cas, on va aller, il nous reste un peu de temps, on va continuer. Oui, on a quelques questions sur Snapchat. France Maghreb 2. Non, on a surtout quelques questions, quelques points à préciser. Et on fera aussi, bien entendu, votre chronique. Oui, on terminera. Par la rubrique 5 minutes pour convaincre. Allez. Alors, on va essayer de un peu de résumer. En tout cas, vu le succès, je pense qu'on vous réinvitera avec plaisir pour une prochaine émission, parce que c'est très intéressant. Alors, si les auditeurs et les auditrices devaient retenir 3 choses concernant le don d'organes. La première, me dites si je me trompe, et de toute façon on en parle, c'est que c'est un travail personnel. Donc chacun d'entre nous doit se poser la question, est-ce que je veux ou est-ce que je ne veux pas donner mes organes? Oui. C'est la première question. En tout cas, c'est une des questions importantes auxquelles il faut se poser. Ouais. Ensuite, une fois qu'on a fait ce raisonnement personnel ou en famille ou à la rigueur, mais surtout de l'intime, peu importe les croyances, là aussi, on rentre pas dedans, et d'ailleurs c'est ce que vous avez répété plusieurs fois, c'est pas sur ça que vous vous battez aujourd'hui, c'est de le faire savoir. Donc, soit je veux donner mon organe, et donc, peu importe ce que ma famille décidera, il faut que je le dise et que je l'écrive. Comme ça vous facilite votre travail au quotidien. Donc ça, c'est la première des choses qu'il faut rappeler. Mais la deuxième, c'est que si je ne veux pas donner, il y a une loi qui me dit que si je n'ai pas dit clairement que je ne voulais pas donner mes organes, au niveau de la loi, c'est qui ne dit mot consent. Donc c'est-à-dire que vos équipes ont le droit de récupérer les organes. C'est bien ça? C'est vrai. Maintenant, vous avez expliqué que c'est pas ce que vous voulez faire parce que c'est des conflits, il y a des conflits dans les familles, vous êtes obligé de gérer et on veut pas aller jusque là. Alors vous avez parlé tout à l'heure d'un site internet où on peut s'enregistrer facilement en ligne pour justement dire qu'on ne veut pas. Alors est-ce que vous pouvez nous rappeler ce site? Juste une précision par rapport à ce que vous venez de dire. Le plus important pour nous, équipe médicale, c'est de respecter ce qu'aurait été le souhait du patient. C'est ça vraiment notre... Alors, quand on ne le connaît pas, et c'est là qu'on rentre dans quelque chose de compliqué, il faut essayer de cheminer, et la famille est quand même le principal témoin de ce qu'aurait souhaité le patient. Et c'est en ça que je vous dis qu'on va être obligé un petit peu de se plier à ce que nous dit la famille. Si la famille nous dit qu'il n'aurait pas souhaité, on va s'y plier. Attention, il y a une nouveauté, c'est que la famille doit un petit peu quand même s'engager. Ah. Oui. Bon, alors ça peut paraître là aussi choquant, c'est une modification toute récente de la loi. Quand vous avez dit, si on est donneur, il faut l'écrire, le plus important c'est que si on est contre le don, il faut l'écrire. C'est surtout ça. Parce que si on est donneur, c'est surtout important d'en parler, mais on n'a pas besoin de l'écrire. Par contre, si on est opposé, et si la famille nous fait part d'une opposition, on demandera une trace écrite de cette opposition. Si elle n'existe pas, la famille pourra nous écrire elle-même le jour J, je sous-signais, confirme que mon proche était opposé. Mais vous voyez, il y a un espèce d'engagement, surtout dans le témoignage de l'opposition, parce que, encore une fois, si on ne s'est pas opposé, on est présumé comme étant donneur. Alors effectivement, la manière la plus simple, si on est contre, si les auditeurs qui nous écoutent disent moi je veux être sûr qu'on respecte ma position de non-donneur, que je ne veux pas donner mes organes, eh bien il y a un site qui est prévu par la loi, c'est un registre en fait, défini par la loi, qui s'appelle le registre des refus. Donc vous allez sur Google, vous tapez registre des refus, registre national des refus au don d'organes. C'est un registre très officiel, géré par le ministère de la Santé, et donc sur lequel vous pouvez vous inscrire très très simplement. Toutes les modalités sont expliquées sur le site, je vais pas les donner ici, je les connais même moi-même pas très bien à vrai dire. Mais ça passe par l'envoi d'une photocopie de la carte d'identité. Et nous, en tant qu'équipe médicale, la première étape quand on est face à un donneur potentiel, c'est d'aller interroger ce registre. Encore une fois, c'est défini par la loi, c'est très très rigoureux. Et donc, une personne qui est inscrite sur le registre, on ne va même pas voir la famille, la procédure s'arrête là. Et il ne sera pas donneur d'organes.
c'est la manière une des modalités de refus, et c'est la principale à vrai dire. Et la deuxième étant d'en parler à ses proches. Très bien, donc n'hésitez pas en tout cas à faire votre cheminement, vous qui nous écoutez, notamment au cheminement religieux, parce que c'est souvent aussi là où ça peut poser problème. Juste une dernière chose, par rapport au cheminement de chacun, je pense que quand même une des questions, dans les multiples discussions qu'on a eues notamment avec Yacine, et avec les dignitaires religieux auxquels j'ai eu l'occasion de parler, une des questions quand même qu'on doit se poser, je pense, qui permet de raisonner, c'est: est-ce que moi-même je serais receveur d'organes si j'étais dans le besoin? Est-ce que j'accepterais? Est-ce que mes valeurs m'autorisent à recevoir un organe? Si oui, je pense que ça nous aide à cheminer vers la réponse à celle qui concerne la question du don. Du don, oui. Ce serait logique de dire religieusement j'ai le droit de récupérer, en tout cas c'est ce que je pense. Donc religieusement je devrais avoir le droit de donner. En tout cas c'est une manière de raisonner. C'est ça exactement, parce que si j'ai 2 minutes. Oui, bien sûr. C'est vrai que quand on parle de don d'organes, on se positionne en tant que donneur. Et finalement, le don d'organes, nous on voit ça un peu comme une chaîne. Il y a un patient qui arrive, on le traite, on essaye de le sauver, des fois c'est pas possible, et il peut entrer dans cette procédure de don d'organes. Après il y a un prélèvement qui est effectué, il y a des organes qui sont transplantés chez des receveurs, et finalement on peut être aux deux extrémités de cette chaîne. On peut être donneur et on peut être également receveur. Et c'est vrai qu'il faut, comme le docteur Kandelman le disait, il faut avoir ça en tête, je pense aussi, pour prendre sa décision. Parce que finalement, c'est vrai que c'est quelque chose qui touche à plein de dimensions, que ce soit philosophique, notre sensibilité religieuse, notre place même dans la société, dans la famille, etc. Et je pense qu'il faut avoir toutes ces informations pour essayer d'être en accord avec soi-même. Après, qu'on soit favorable ou pas, c'est une décision qui appartient à chacun. Il n'y a pas de bonne décision et de mauvaise décision. C'est juste de le faire savoir. Voilà, exactement. Ça, c'est le message qui doit passer, c'est ça. Faites votre choix et faites-le savoir. Mais il faut que les gens le sachent. Exactement. Moudjeh, tu me laisses mes 5 minutes pour convaincre. Évidemment. Donc, je vous remercie encore une deuxième fois ou une troisième fois pour être venu nous parler de ce thème qui est très important, en tout cas qui est très peu abordé. C'était pour ça que moi j'étais très content lorsque j'ai eu Yacine au téléphone d'avoir merci pour l'invitation. Écoutez, de toute façon on va la renouveler. Alors fidèle à ce début d'année, vous savez que l'association A2S parle de prévention médicale, mais nous parlons aussi avec la jeunesse, et notre objectif c'est de dialoguer avec les jeunes et de les inciter à suivre en tout cas une orientation professionnelle ou scolaire la plus longue possible, et en tout cas essayer d'apporter un peu notre expérience à un niveau très 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 humble. Moi j'aimerais savoir, en 2 minutes 30 à peu près chacun, que diriez-vous aux jeunes qui nous écoutent pour qu'ils fassent soit infirmier ou soit réanimateur, anesthésiste? Yacine, on commence par l'infirmier? Ouais, allez, on commence par l'infirmier. En tant qu'infirmier, je dirais qu'on est extrêmement bien payé. C'est déjà une mais c'est très bien. Oui. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas pour ça. Non, ce que je dirais, c'est... je trouve que c'est un métier... Bon, infirmier, mais je mélange tous les métiers de la santé dedans. Aide-soignant, kiné, infirmière, médecin, etc. C'est un médecin, c'est une discipline où on est dans le don de soi, où on est dans l'empathie, où on est dans l'entraide de l'autre. Et moi j'aime ça, je trouve que c'est une jolie place dans la société, et je pense que pour les années à venir, le grand défi de ce siècle, ça va être le vivre ensemble. Et si on arrive par notre métier à aider les uns et les autres, aider notre prochain, parce que très sincèrement on le fait pas pour l'argent, c'est une bonne chose. Et puis moi, au-delà de ça, j'adore ce métier parce qu'on est constamment dans l'échange, dans l'apprentissage, les pratiques évoluent, et j'aime énormément ça. La science, c'est quelque chose qui me motive énormément. Merci Yacine. Dr Kandelman. Là, c'est difficile de passer après Yacine pour essayer de défendre les professions dans le domaine de la santé. Je pense qu'il a dit l'essentiel. C'est vrai que c'est un métier... le métier de médecin, c'est pareil, c'est dans le soin.
on est tourné vers l'autre et c'est vrai qu'on se pose pas trop de questions sur l'utilité de notre métier. Quand on se lève le matin, on sait qu'on va se sentir utile. Et je pense que c'est quand même un privilège de pouvoir pratiquer une profession comme ça. Et en ça, le métier de médecin est super. On fait ce qu'on peut pour aider le malade, cas échéant. C'est quelque chose c'est une relation entre le médecin et le malade et le médecin et ses proches qui est très forte. Donc, je dirais que le métier de médecin, ça nous permet d'avoir des relations très fortes avec les gens, de se sentir utile. Pour ce qui concerne le métier de médecin, et malheureusement c'est pas vrai pour les infirmiers, mais en plus il se trouve que c'est important de le dire, c'est un métier qui rémunère bien, donc on est quand même à l'aise dans notre société en tant que médecin, à tous les niveaux, au niveau du regard qu'ont les gens vers nous, du salaire qu'on nous donne, c'est quelque chose que je pense doit motiver les jeunes pour faire ce métier-là, et puis souvent les jeunes, ils peuvent être par contre... peut-être c'est les jeunes qui nous écoutent, ils peuvent se dire ouais mais c'est compliqué, médecine, c'est long, c'est dur. Alors c'est vrai que c'est dur, c'est des études qui sont difficiles, mais malheureusement on connaît des gens qui étaient très motivés qui malgré tout n'ont pas réussi, ça existe. Donc je ne vais pas vous dire si on est motivé on va y arriver, ça serait négliger ces gens-là. Mais en tout cas ça vaut le coup d'être tenté, quoi. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter au fait que c'est difficile parce que beaucoup de gens qui n'étaient pas forcément optimistes et ont réussi à réussir le concours et à devenir médecin. Il y a le deuxième argument, c'est que c'est des longues études. Souvent on se dit c'est 10 ans d'études. C'est vrai que c'est long, faut pas se le cacher, mais c'est 6 ans d'études. Après ces 6 années, on est interne, c'est la spécialisation, mais quand on est interne, on est professionnel, on est payé. Et du coup, moi je considère que c'est plus des études. Alors c'est pas 10 ans d'études, c'est important de le dire. C'est un apprentissage, mais intéressant, parce que là on travaille et on est rémunéré quand même correctement par rapport à un stage. Et l'autre chose, c'est qu'on a l'impression que c'est 6 ans d'études et que du coup on va être 6 ans sur les bancs de la faculté. Non, dès la 3e année, on est sur le travail à l'hôpital auprès des malades et on apprend notre travail auprès des malades dès la 3e année. Donc c'est des études qui sont assez vite professionnalisantes et pragmatiques. C'est pas juste de la théorie pendant 6 ans. Ouais, donc, pas mal. On passe très vite dans le concret. Pas mal du tout, et c'est vrai, et c'est encourageant, c'est vraiment très encourageant. Et puis en même temps, après, c'est quand même, par rapport au salaire, c'est quand même pour certains, puisque tout ce qui est spécialisation, on est sur du 12-13 ans après le bac, donc c'est quand même mérité. Alors, comme on dit, si on regardait de temps en temps le prix de la consultation de médecine, un jour il faudrait que je fasse une émission sur ça, et le prix du coiffeur du coin, on verrait la différence. Donc, mine de rien... Il faut faire attention. Mais merci en tout cas pour votre présence, messieurs. C'était très très intéressant. On va essayer donc de mettre normalement l'émission en ligne, peut-être pas dès ce soir, mais en tout cas le plus rapidement possible pour que ceux qui n'ont pas pu nous écouter puissent prendre le temps de le faire. Je rappelle notre page Facebook donc de l'association A2S. Vous écrivez A, le chiffre 2, S, Avenir Santé Solidarité. Vous cliquez j'aime, comme ça vous avez toutes les informations et les dernières émissions en podcast sur YouTube. Et ceux qui veulent nous contacter donc sur notre page, notre mail, donc c'est avenirsanté-solidarité@gmail.com. Je répète, tout attaché sans accent, en minuscule, avenirsanté-solidarité@gmail.com. La semaine prochaine, nous recevrons le Dr Youb pour nous parler très certainement d'Alzheimer. Ah, eh bien on parlera d'Alzheimer. Il revient, il est de retour, le Dr Youb. Très très bonne semaine à vous en tout cas, monsieur Balek. Merci à tous les médecins. Merci à tous. Merci au docteur, merci à Yacine l'infirmier qui était là aussi. Et merci à vous monsieur Malek. Merci à vous, Moudjahid. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.